Bonjour, bienvenue à tous dans ce webinaire sur l'e-facturation sur PayPal. On est dans le deuxième volet de cette formation. Lundi, nous avons eu un webinaire plutôt théorique où on a pris quelques questions, mais aujourd'hui, on va aller plus en profondeur dans vos cas concrets. Ce webinaire sera, on l'espère, très très interactif. Euh, donc, n'hésitez pas à discuter avec nous. Il y a le chat. Le chat, c'est plus pour discuter, évidemment. Et puis, il y a surtout l'onglet questions et réponses qui nous permettent de modérer les différentes questions et de les mettre en répondu. Donc, c'est plus facile pour nous si vous mettez vos questions dans cette partie-là, dans le petit phylactère Q et R. Voilà. Et faites comme Pascal. Présentez-vous et dites-nous bonjour dans le chat. Soyez donc les bienvenus dans ce deuxième webinaire sur l'e-facturation pour les professions libérales organisé par le SNI. Alors aujourd'hui, ce soir, on accueille Éric Bertrand qui sera notre spécialiste pour parler de l'e-facturation. Bonjour Pauline, bonjour à tout le monde. J'espère que tu vas bien. En forme Très pour bien, cette merci. heure, Très bien. cette heure de webinaire. On est parti donc pour une heure de webinaire. Il y aura un replay. Voilà, vous pourrez revoir à votre aise si vous n'avez pas capté deux, trois instants de ce webinaire. Mais en tout cas, le plus important, c'est de rester avec nous. Donc, déposez vos questions. Alors, au début, pour commencer ce webinaire, je propose qu'on se repose la question à qui est destiné PayPal, qui doit s'y conformer concrètement, Eric. Oui, je pense que c'est un bon départ en fait, puisque donc lundi, on a eu quand même plusieurs questions qui sont revenues à ce sujet. Par exemple, on a eu Oui, Aurélie. je peux prendre les exemples, hein. Oui, donc Aurélie, qui était présente au premier webinaire, qui est kinésithérapeute et qui est en société avec TVA Mixte. Est-elle concernée? Oui, absolument. Donc, dans le cas des kinésithérapeutes, si on ne fait que des prestations à titre thérapeutique, dans ce cas, il y a une exemption spéciale. C'est l'exemption sur l'article 44 de la TVA, bien connu, donc du monde médical et paramédical. Donc, toutes les prestations qui ne sont pas visées par donc des prestations thérapeutiques sont concernées. Donc, par exemple, je vends des formations ou je vends du matériel qui ne correspond pas à une vente dite thérapeutique, et bien dans ce cas, ce n'est pas du thérapeutique, donc il faut absolument passer par PayPal. Je vends mon véhicule, et bien dans ce cas, ce n'est pas du thérapeutique, et bien je dois passer par PayPal. Alors dans l'absolu, c'est rare donc des prestataires qui ne font aucune autre facturation ou réception de facture qui ne serait pas visée par l'article 44. Donc dans ce cas, c'est mieux d'y être, hein, il faut y être. Donc au-delà de cela, pour la réception de ces factures, c'est plus pratique. Hein, je pense que des plateformes comme Deckel sont très utiles pour la réception des factures, puisqu'il y a la problématique de la conservation des factures qui est solutionnée grâce à Deckel, puisqu'ils ont cette fonctionnalité de conservation de documents qui fait partie de leur ADN. Et d'autre part, on a la possibilité quand même éventuellement de prendre un abonnement supplémentaire pour émettre les éventuelles quelques factures qui seraient en dehors de l'article 44 pour les factures qu'on aurait à faire. Donc, normalement, si on ne fait que du thérapeutique, on n'est pas concerné, mais c'est évidemment très rare. Donc, a priori, c'est utile d'y être et en plus, c'est plus pratique. Donc, inscrivez-vous. Voilà. Est-ce que, donc toujours dans les questions de est-ce que je suis concernée, est-ce que du coup, un courtier en placement comme Guy qui était présent au premier webinaire, qui ne facture pas, enfin, qui facture sans TVA, est-il concerné?
Alors, la question est de savoir s'il est assujetti à la TVA. Et donc, en fait, on peut facturer des prestations, par exemple, pour un entrepreneur qui pratiquerait la facturation co-contractant. Eh bien, dans ce cas, ben, on a voilà, TVA à 0%, et donc on estime donc, en fait qu'il ne s'agit pas d'une TVA à 0%, mais plutôt une exemption sur la facture elle-même, mais cette facture doit quand même passer par le réseau PayPal, quoi, en fait. Et donc, c'est la même chose ici. Si Guy n'est pas assujetti à la TVA, dans ce cas, il n'est pas concerné, mais s'il est assujetti à la TVA, certes qu'il n'envoie pas de facture assujettie, ou par exemple, s'il faisait, pour des métiers où on ne fait que des ventes comptoirs, mais où on est quand même assujetti TVA, eh bien, dans ce cas, on est quand même obligé d'être sur le réseau PayPal pour la réception de ces factures. Donc, si on est inscrit à la TVA, vraiment à l'exception des articles 44, tous les autres, vous êtes obligés d'être inscrits sur le réseau PayPal, ne fût-ce que pour être capable de récupérer, réceptionner vos factures, quoi. Si vous avez encore un doute, si vous êtes concerné par PayPal, n'hésitez pas à le mettre dans questions et réponses. Dites-nous votre situation. Si vous n'êtes pas encore sûr, vous pouvez déposer votre question dans l'espace Q&R et on y répondra évidemment avec plaisir. Je vais passer à une autre question qui a été mentionné lors du premier webinaire, Pascal, qui était assez angoissé par rapport aux amendes. Les amendes, tu peux peut-être nous Oui. rappeler, c'est combien déjà, par exemple, si on fait une erreur avec PayPal? Alors, oui, donc justement, dans la question, tu parles de faire une erreur, et Mhm, donc il y a la question du périmètre de mise en application de ces amendes qui est encore sujet à évolution. mhm. Donc, je commence par le début, hein. Le point de départ, c'est l'arrêté royal de mise en application donc, de la facturation électronique par le réseau PayPal d'application au 1er janvier 2026 entre assujettis TVA belge. Donc là, j'ai vu la définition complète. Et donc, dedans, ils définissent qu'il va y avoir des amendes pour les personnes qui seraient en infraction à partir du 1er janvier. Première infraction 1500, deuxième infraction 3000, troisième infraction 5000. Les constats séparés de 3 mois. Et la question est, qu'est-ce qu'une infraction? Alors, ne pas être sur le réseau PayPal, ça, c'est une infraction et c'est facile à déterminer. Et je vais dire, c'est facile à sanctionner pour le contrôleur, pour le fonctionnaire qui sera en charge de cette tâche délicate. Et donc, là, je pense qu'il faut s'inscrire. C'est indispensable et c'est facile à faire. Donc, je vais dire que vous aurez facile de ne pas être, je vais dire, imposé ou taxé de cette amende. Donc Par ça, la première infraction, on est bon, on on, s'inscrit, on c'est fait. s'inscrit, on est sauvé, je vais dire, hein. Donc, c'est facile. Et je veux dire, vous mettez sur Dockel, en 10 minutes, vous êtes inscrit. Et donc, c'est Dockel, c'est la plateforme, c'est le logiciel que vous allez choisir qui, lui, va vous inscrire sur le réseau, hein. Donc, ce n'est pas une démarche séparée, hein. S'il y a une question, j'en profite pour y répondre. Donc, vous choisissez l'outil, c'est l'outil qui vous inscrit, quoi. Mais donc, pour revenir à cette question de l'amende et de la détermination de ce qu'est une infraction, c'est encore en mouvement. Et donc, en fait, le fait d'envoyer une facture à un tiers erronément, par exemple, par email, alors que vous auriez dû l'envoyer par PayPal, alors forcément, c'est effectivement pas ce qu'on souhaite, c'est pas ce qu'on veut, mais la question de est-ce qu'on doit être systématiquement taxé d'une amende de 1500 € par exemple pour la première infraction, ainsi de suite, à chaque fois qu'on commet une erreur de ce type-là, on risque, enfin l'administration risque de ne pas s'en sortir, quoi. Donc en fait, on sait que on peut aussi avoir des fautes ou des erreurs dans le format XML, et ça on en parlera tout à l'heure. Est-ce qu'à chaque fois qu'il y a voilà, un petit problème, alors qu'on fait montre de bonne foi en ayant les logiciels et les solutions pour faire l'envoi, parce que par exemple on ne retrouve pas son interlocuteur, ou à un moment donné vous avez vous par exemple qui vous tente de vous envoyer une facture et qui vous l'envoie toujours par email alors que vous êtes bien inscrit sur PayPal mais que votre fournisseur ne vous a pas retrouvé. Alors, qui est en tort dans ce cas-là? Est-ce qu'on est bien enregistré sur le réseau PayPal? Par exemple, vous avez un comptable qui vous a enregistré sur le réseau PayPal et qui a fait une faute dans le nom, dans l'identification.
Et donc, C'est un exemple qu'on nous a donné au premier webinaire. absolument. Et donc là, votre interlocuteur ne vous retrouve pas ou n'ose pas vous l'envoyer parce que cette faute fait douter sur l'identité de la personne vers laquelle il veut vous envoyer, enfin, vers laquelle il veut envoyer la facture. Donc, Du coup, c'est assez flou, à part l'infraction de je suis inscrit ou pas sur le réseau PayPal. L'infraction est floue. voilà, tout ça, c'est pas encore bien déterminé, bien stabilisé. Il y a les circulaires TVA vers les fonctionnaires de première ligne qui sont encore en mouvement, qui circulent encore. Il y a encore des discussions à ce sujet. Qu'est-ce que réellement une infraction? Quand est-ce qu'on applique? Quand on n'applique pas? Et alors, on aura peut-être des jurisprudences derrière. Donc, en fait, la détermination je vais dire, la non-conformité ou la faute qui serait faite qui impliquerait l'application de cette amende n'est pas tout à fait claire encore aujourd'hui. Mais en tout cas, il faut être sur le réseau, ça c'est sûr. Alors si on est sur le réseau, qu'on n'envoie aucune facture, ben, évidemment que vous subiriez une amende. Maintenant, s'il y a un problème de temps en temps sur l'une ou l'autre facture, je ne vois pas comment est-ce que l'administration pourrait poursuivre chaque erreur qui pourrait survenir dans l'envoi ou dans la réception de ces factures sur le réseau PayPal. Donc, effectivement, l'incertitude peut créer une certaine angoisse, si je puis dire, mais je pense qu'il faut relativiser et que dans les mois à venir, on va avoir des réponses sur les bonnes pratiques, ce qui est acceptable, ce qui ne l'est pas par l'administration. Et du coup, pour répondre clairement aussi à Fabrizio, si ses fournisseurs ne lui envoient toujours pas les factures via PayPal de manière électronique, est-ce que lui est susceptible de subir des amendes? Alors, a priori non, hein, puisqu'il ne peut pas être responsable des erreurs ou des fautes que pourrait commettre un tiers, fût-il un fournisseur. Donc, ce qui est important, c'est de s'assurer d'être réellement, correctement présent sur le réseau PayPal. Et donc, est-ce qu'il reçoit bien des factures d'autres fournisseurs, hein? Donc, on peut avoir l'un ou l'autre fournisseur qui ne vous envoie pas de facture alors qu'il devrait, et en avoir une série d'autres qui vous les envoient bien. Donc, un moyen de vérifier, ben, tiens, si vous êtes abonné à une fourniture de chez Proximus, est-ce que vous recevez bien votre facture Proximus? Parce que Proximus, ils sont, allez, passez-moi l'expression, au taquet avec la facture Proximus, enfin la facture. Et donc là, si vous ne recevez pas votre facture Proximus, c'est bizarre, quoi, en fait, hein. Là, il faut quand même s'assurer que vous êtes correctement enregistré sur le réseau. On avait vu pour cela qu'il y a des outils comme donc PayPal Directory. Il y a également Elger qui permet de le faire, ou alors on a également un autre outil dont on a parlé tout à l'heure. Je vais peut-être vous le montrer tout de suite, c'est PayPal Tech. Je Je vais vais déjà mettre aussi PayPal Directory dans le chat. Donc, PayPal Directory, euh, PayPal Check, hein, ouais. et PayPal Check, je vais mettre PayPal Check aussi également. Et donc ça, c'est des outils où on tape soit notre nom d'entreprise, soit notre numéro de TVA. Absolument. Et alors à ce moment-là, on sait si on est enregistré. C'est ça, exactement. Et donc, en fait, je ne sais pas si vous voyez bien mon écran. Hein, donc, Oui. là, ici, dans Accueil, ben, vous pouvez indiquer un numéro de TVA. Hein, donc, ça, c'est PayPal Check. Et si vous avez sur PayPal Directory, vous mettez le nom d'une entreprise et il vous retrouve toutes les informations avec les identifiants PayPal, comme par exemple ici, quoi. Et vous avez également les types de documents qui sont supportés, ici facture et note de crédit, quoi, par exemple. Ok. Tant que j'ai partagé cet écran, J'ai une petite question oui, par rapport à quand on voit les business information dans Directory PayPal. Euh, à quoi on doit faire attention? À notre nom, si c'est bien orthographié, enfin le nom de l'entreprise ou notre nom si on est en personne physique. oui. Et là, je vois que par exemple, il y a deux identifiants. Est-ce qu'on pourrait en avoir plusieurs? Est-ce que c'est normal d'en avoir plusieurs? Alors c'est possible d'en avoir plusieurs. Ici, on en a deux dans ce cas-ci. Et ça, c'est les deux formats standards belges. Donc le plus important, c'est celui-ci, c'est 0208 suivi du numéro de TVA. Donc ça, c'est vraiment, voilà, c'est important de l'avoir et d'être bien enregistré comme cela. Ça permet en fait de s'assurer que le standard le plus utilisé finalement est bien présent sur
voilà, sur votre identification, et alors que les noms correspondent, quoi, en fait, hein. Donc ici, Mhm. vous voyez, il y a un nom officiel et puis il y a un nom d'enseigne, quoi. Et là, ici, ce que vous avez également, ben, c'est cette information aussi, hein, donc on est, et celle-là, où on est UBL Invoice V3, ça c'est le standard actuel, quoi. Donc ça, Ok. c'est des choses qui sont, voilà, qui sont utiles de voir sur son inscription PayPal, quoi. Euh, Alors, pour répondre aussi peut-être à Sophia qui ne comprend pas bien ce que c'est, donc ça, ces deux outils, PayPal Check et PayPal Directory, ça vous permet de voir si vous êtes inscrit ou si une personne, un fournisseur, un client est déjà inscrit sur PayPal. C'est pour répondre à différentes questions qu'il y a eu auparavant et aujourd'hui. oui. Alors, il y a encore un troisième outil, hein. PayPal Directory, ben, on est sur l'outil de base. Ben, PayPal Check, c'est un peu plus évolué. Et l'outil des pros, c'est Helger. Donc, Helger. Donc là, on va avoir des outils vraiment très pointus, quoi. Allez, je vais mettre les autres. PayPal, Elgar, je vais le chercher. Ouais. Et Donc ça, je c'est vais vous le vraiment mettre dans le l'outil des pros. chat. Mais bon, voilà, c'est un titre informatif. Et je recherche, où est-ce que je l'ai mis? Non, PayPal Check. Oui, pour PayPal Check, en fait, on avait eu une autre question aussi, un temps que j'ai partagé mon écran. Oui, par rapport à Paul Check, l'autre question, c'était de savoir est-ce que la facture que j'envoie est-elle conforme à PayPal? Comment je peux savoir si elle est bien conforme? C'était une question de Pascal, si je ne m'abuse. Donc là, je viens donc d'aller sur PayPal Check et j'ai glissé une facture PayPal en XML. Et là, j'ai le niveau d'erreur et ce qui serait éventuellement faux. Et donc, j'ai glissé effectivement une facture où il y avait une remarque. Et donc, il y a une remarque sur cette facture où elle n'est pas tout à fait conforme. Il pourrait y avoir un problème sur cette facture pour qu'elle ne soit pas tout à fait en règle. Et donc, ça rejoint cette question tout à l'heure où on parlait des risques hein, De PayPal? de Des PayPal avec infractions? Des infractions? amendes, hein, des amendes. Donc en fait, la facture que je viens de tester, c'est une facture sur laquelle il n'y a pas de format PDF encapsulé dedans. Donc l'image de la facture n'existe pas. Et donc sur un de nos outils, eh bien, on a régénéré une pseudo-facture, et ceci, c'est l'image du contenu de la facture au format XML. Donc en fait, si je regarde tout ceci, en fait, eh bien, je n'ai pas d'XML, et donc en fait, ça m'a généré une image qui n'est qu'un reflet de ce qui est présent dans le document. Donc en fait, on a plein de factures qui sont pas tout à fait conformes, pas parfaitement nickel. C'est pas pour ça qu'elles ne sont pas éligibles. C'est pas pour ça qu'il ne faut pas les payer, hein. Donc toute la législation TVA et toute la législation sur le recouvrement et l'éligibilité des créances reste d'application. Mais on peut avoir régulièrement des erreurs, des choses qui ne sont pas tout à fait nettes dans les factures. Et ça implique d'avoir de temps en temps sur un outil comme celui-ci une remarque sur le contenu d'une facture, quoi, en fait. Et donc, Si on... c'est pas pour ça qu'on va avoir une amende TVA, quoi, vous voyez, enfin une amende pour PayPal pour une infraction sur l'émission ou la réception de factures par le réseau structuré, quoi. Voilà. Petite question aussi, il y a des outils comme Falco, il me semble, qui peuvent créer une facture. Est-ce que quand c'est créé par un outil comme Falco, est-ce que c'est d'office correct pour PayPal? Alors, il faut être inscrit sur PayPal avec Falco. Donc, je Ok. rappelle que c'est l'outil qui vous inscrit sur le réseau PayPal, hein. Donc, vous ne devez pas aller sur le site web de PayPal essayer de vous inscrire, c'est inutile. Par contre, vous devez dire, bah, tiens, voilà, si je décide d'utiliser Falco, bah, vous prenez Falco probablement en accord avec votre comptable. Et quand vous avez démarré votre Falco, bah, vous pouvez aller sur la rubrique PayPal sur laquelle vous pourrez vous inscrire. Et donc, si vous êtes inscrit, vous avez le PayPal qui est disponible, et là, tous les documents que vous allez émettre ou recevoir seront bien conformes et disponibles sur le réseau PayPal. Et c'est la même chose sur toutes les applications. Donc, si vous allez sur Billit, sur Dockle, sur que sais-je d'autre, vous devez vous inscrire sur cette plateforme, mais en plus, une fois que vous êtes enregistré sur la plateforme, vous devez cliquer sur le bouton qui vous permet de vous enregistrer sur le réseau PayPal. Et donc ça répond aussi à une question de Sophia, je pense. Comment mettre les factures Falco sur PayPal? Est-ce que cela se fait automatiquement? Euh,
Du La coup, réponse est, il faut faire les factures sur Falco directement. il faut, ben voilà, donc vous pouvez donc aller dans l'onglet PayPal ici et vous assurer que vous êtes bien enregistré sur PayPal. Vous verrez votre identifiant PayPal et vous verrez, ou alors vous verrez une mention inscription sur PayPal et là vous devrez cliquer dessus, quoi. Voilà. Ok. Ben ici, Une je ne fois sais que c'est pas le faire parce fait, que c'est déjà fait, mais donc vous cliquez sur ce menu-là à gauche et c'est facile, quoi. Je veux dire, vous êtes tout de suite en position de vous enregistrer le cas échéant, quoi. et Falco permet de. Donc Falco, vous parlez de vous inscrire sur le réseau et d'être relié à votre comptable. Ok. Voilà. Ok. Et donc, est-ce qu'il vérifie les factures qu'on dépose ou. Oui, absolument, hein. Donc, il va vous mettre éventuellement des erreurs si elles ne sont pas conformes. Il va vous afficher les factures. Vous aurez la possibilité de les visualiser, hein, et de les confirmer. Oui, ici, voilà, c'est un extrait. Et vous avez ça pour toutes sortes de documents qui sont disponibles sur, voilà, ici, c'est une facture de la Silé, donc qui a été reçue par le réseau et qui est disponible. Vous pouvez éventuellement comment la mettre aussi au paiement directement de l'application, quoi, si vous le désirez. Tant que Voilà. j'y suis, enfin, tant que tu es sur Falco, je vois qu'il y a une question de Sophia qui se demande comment est-ce qu'elle peut être sûre que ses factures sont bien arrivées chez son destinataire. Elle est sur Falco et elle est enregistrée sur PayPal. Oui, c'est ça. En fait, dans le module facturation, hein, mais malheureusement, voilà, on n'utilise pas la facturation pour ce menu, mais vous voyez ici, il y a une colonne statut. Il y a une colonne PayPal. Vous voyez? Donc, en Oui. fait, quand vous êtes dans Falco, hein, vous êtes dans facturation, vous voyez la liste de vos factures. Vous avez donc PayPal statut ici. Donc, ce sont deux colonnes hein, quand on ajoute des documents. Et donc là, grâce à statut, vous voyez que c'est en cours d'envoi, envoyé, erreur. Et donc là, à ce moment-là, ça vous permet de, voilà, de réenvoyer, de corriger ou de vous rendre compte que votre interlocuteur n'est peut-être plus sur PayPal, auquel cas vous devez envoyer la facture par un autre moyen, quoi. Je vois qu'il y a une question aussi sur le côté domiciliation et PayPal. Comment savoir si les factures qu'on doit payer et qui ne partent pas par domiciliation, histoire de ne pas se perdre notre temps à ouvrir chacune des factures pour voir ce qui se fait tout seul. Le paiement ne se fait pas tout seul. Ça s'envoie via PayPal, mais le paiement ne se fait pas tout seul. Je pense que c'est ça la réponse. Alors, non, oui, effectivement, le paiement ne se fait pas tout seul. Par contre, il y a une information supplémentaire dans la facture PayPal. C'est-à-dire que quelqu'un qui active un prélèvement, je vais reprendre peut-être des factures pour montrer cela. Je vais prendre ceci, par exemple. Vous voyez, ici, j'ai une facture DVV et j'ai une annexe. Et vous voyez qu'ici, dans l'annexe, dans le contenu de la facture donc, électronique structurée qu'on a reçue par PayPal, il est indiqué si elle est à payer ou si c'est déjà payé, en fait. Hmm. Et donc ça dépendra du logiciel dont vous disposez qui proposera ou non de la mise en paiement en fonction de cette information qui est présente dans la facture. Et donc ça, c'est utile. Et dans Falco, par exemple, l'information est présente. Là, vous avez une proposition de mise en paiement uniquement des factures qui ne sont pas considérées, enfin qui restent à payer comme dans ce cas-ci, en fait. Donc c'est Euh, une information qui existe à l'intérieur du fichier électronique. Et donc, vous voyez si cette facture, en visualisant la facture, et elle sera dans certains logiciels proposée au paiement ou non en fonction de ce statut. Ok, j'espère que c'est bien compris par tout le monde. Tant qu'on est aussi sur les factures, une fois que c'est envoyé par PayPal, est-ce qu'on peut modifier la facture après envoi? Une question de Sophia. Alors, c'est avant tout une question de législation plus qu'une question informatico-technique, hein. Donc, le législateur dit qu'il n'y a qu'une seule facture originale, hein. Donc, tout ça est décrit dans l'article 1 du Code TVA sur qu'est-ce qu'une facture et quelles sont les règles, notamment par rapport à la question d'original. Et la question d'original, donc, c'est qu'il n'y a qu'un seul original, peu importe d'ailleurs la manière dont il est expédié. Si vous envoyez un original par email, eh bien, c'est cet original qui fait foi. Donc, si à un moment donné, vous tentez d'envoyer un document et qui est erroné ou qui n'arrive pas chez son destinataire et finalement vous décidez de l'envoyer par email, la facture originale, ce sera ce qui sera envoyé par email, ce sera le fichier PDF.
Tandis que si la facture est bien expédiée ou reçue par PayPal, ce sera le fichier XML, l'original. Mhm. Donc cet original, il n'y en a qu'un, et tous les autres formats qui pourraient être échangés ultérieurement d'autre part ne seront que des copies. Donc, ce qui est important, ben, c'est que à partir du moment où c'est un original, vous ne pouvez pas le modifier. On ne peut pas, mais c'est déjà dans la législation actuelle. Hein. Une facture, on ne peut pas la modifier en fait. Hein. Elle est émise, expédiée. La seule chose que vous pouvez faire, c'est la créditer pour en refaire une autre ou créditer la différence de l'erreur. Quoi. Donc, a priori, ça va poser un peu de difficulté puisque on est plutôt, enfin, il y a une pratique qui est, voilà, qui n'est pas légale, hein, voilà, qui était de dire, bah, tiens, voilà, jette la facture, je vais t'envoyer la correction. Et ça, on ne peut pas, en fait, hein, on ne pouvait pas. Et donc, là, ici, avec le format électronique, on ne saura plus. Donc, ça voudra Mhm. dire qu'il sera mieux donc de créditer, et a priori plutôt de créditer l'entièreté de la facture pour refacturer le montant correct, plutôt que de faire une note de crédit de la différence. Ceci pour des questions de nettoyage, de comptabilité, de facilité, de réconciliation. Donc c'est toujours mieux quand on fait une erreur, j'annule l'entièreté de la facture et je refais une correcte plutôt que de créditer la différence. Mais effectivement, on ne pourra plus les corriger et normalement, on ne pouvait pas avant. Voilà. Ok. Et après, si on se trompe et que c'est sur PayPal et qu'on a envoyé autre chose par PDF, là, il faut prévenir le client, je suppose, parce qu'il y a des questions qui passent de je me suis trompé, je sais pas. Voilà, admettons qu'on se trompe, on l'envoie par PDF, on aurait dû l'envoyer par PayPal. Mhm. Voilà. Alors, bon, Euh, vous pouvez encore envoyer un mail à votre interlocuteur en disant, voilà, le format PDF que tu as reçu, c'est une copie, l'original a été envoyé par PayPal. Voilà. Donc ça, c'est quelque Ok. chose voilà, d'envisageable. Donc ça, c'est assez, voilà, ça se pratique. Hein. Donc, il y a en fait une question de processus, en fait. Donc, c'est-à-dire que quand on envoyait les factures uniquement au format courrier et papier, euh, c'est d'une autre époque, on avait tendance à faire la facturation de fin de mois. Hein, donc, à la Mhm. fin du mois, donc on avait par exemple des bordereaux, des bons de livraison, des bons d'intervention, que sais-je d'autre, et on compilait tout ça à la fin du mois pour faire une facture. Et donc, ça permettait en fait finalement de vérifier toute son encours de facturation. Et on faisait une facture qui était relativement sûre. Et donc, au fur et à mesure du temps et grâce à l'email, on a basculé nos habitudes vers je fais une prestation, je facture. Je livre quelque chose, je facture. Et donc, si bien que ben, s'il y avait une difficulté avec l'objet de la facturation, ben, on faisait une correction, on réenvoyait par email et puis c'était tout. Or, on ne pouvait pas, c'est le premier problème. Et donc ici, on ne saura plus à cause de PayPal. Donc, j'ai tendance à dire que les habitudes de facturation vont peut-être évoluer pour revenir aussi à cette habitude plus ancienne de dire je facture seulement un peu plus tard. On envoie des bordereaux, on envoie des proformas, on envoie des duplicata de factures en préalable par email, et puis on fait la facturation de fin de mois par PayPal. Donc, la question de l'immédiateté de la mise à disposition de la facture, en fait, n'existe pas. On ne doit pas envoyer sa facture dans l'immédiat. Sa facture, on peut l'envoyer à la fin du mois. Et c'est une pratique courante, ça ne pose pas de problème lorsqu'on est sûr de son contenu, par exemple. Quoi. Et de toute façon, voilà, disons que vous avez fait une erreur, la solution, c'est de faire une note de crédit. Même, Voilà. qu'elle a été payée. De toute façon, normalement, si elle est envoyée, elle va être payée. Donc, il faut faire une note de crédit. Je pense que ça conclut un peu ce côté. Non? Ah, je vois. Pardon. Non, 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 moi je suis. Non, 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 Ah, non, je suis d'accord. ok. Oui, absolument pas. Oui, non, 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 j'acquiesce, Pauline, tu peux continuer, pas de problème. Donc j'espère que cet aspect, si vous êtes trompé, etc., dans vos factures, dans vos envois, etc., vous pouvez toujours envoyer une copie à la bonne adresse email. Si une mauvaise facture, enfin une facture a été, le montant est pas correct, etc., vous pouvez toujours faire une note de crédit. Donc tout ça est toujours possible. Et c'était normalement déjà le cas avant, mais voilà. On ne le faisait pas forcément, on supprimait la facture, on l'avait pas, et voilà.
Revenons un peu aux outils à utiliser en fonction de vos cas précis. Je vois que c'est des questions qui ont été posées aussi aujourd'hui dans l'espace questions et réponses. Fabrizio est un livreur indépendant qui a environ 15 factures de sortie par an et il en reçoit 50 max par an. Quelle solution PayPal tu préconises, Eric? Donc en fait, je vais revenir peut-être aux 3x3. Donc c'est les trois groupes de logiciels qui existent et les trois types d'interlocuteurs pour vous aider à choisir. Donc les trois groupes de logiciels, mais ce sont toutes les plateformes web, hein. On a parlé de Bill2Box, Docker, ce genre de choses-là. Vous inscrivez en ligne, vous faites tout sur le web et je vais dire en un claquement de doigts, on est parti. La seconde tranche, on va dire, on va parler des applicatifs intégrés au bureau comptable fiduciaire. Donc on parlera de Bob, Winbooks, Horus, Octopus et d'autres qui ont tous une partie logicielle qui est orientée client. Donc Falco pour Horus, Bob Demat et Kite donc pour Bob, on va avoir Winbooks Connect la partie facturation de Winbooks en ligne qui sera également disponible. Voilà, tous ces outils intégrés pour le comptable. Et là, vous devez vous enquérir de ce que votre comptable vous conseille. Et donc, si maintenant vous avez besoin d'un outil plus lourd parce que votre métier la nécessite, ou si vous avez des volumétries qui fait que vous avez besoin d'avoir un ERP, donc un logiciel de gestion dédié, c'est le troisième groupe. Et on a déjà entendu parler de Odoo, bien sûr, mais de Mercator, de Gecosoft, d'Astral et d'autres logiciels. Bon, on a nos trois groupes de logiciels. Premier interlocuteur, ben donc pour les parties web, c'est qu'est-ce que vos collègues utilisent, qu'est-ce que vos fédérations préconisent, qu'est-ce que le SNI, par exemple, vous suggère, ou ce genre de choses-là. Le deuxième groupe, c'est les applications des comptables. Donc, tournez-vous vers vos comptables. Assurez-vous de toujours être bien compatible avec eux parce qu'il y aurait rien de plus malheureux que de devoir faire des copier-coller ou réimprimer des factures qui viendraient de PayPal pour les mettre dans une FAQ pour les donner à votre comptable. Ce serait catastrophique d'un point de vue digital. Donc voilà, il faut s'entendre avec son comptable. Si on n'a pas de comptable, évidemment, si on fait sa comptable soi-même, ben, on n'a pas ce problème-là. Et puis la question de l'ERP, c'est un informaticien de gestion, donc des gens comme moi, où eh on va pouvoir vous dire il existe telle ou telle application pour votre métier. Voilà, pour le transport, par exemple, eh bien, il y a des applicatifs spécialisés dédiés. Maintenant, on parle d'une petite volumétrie, hein, parce qu'on parle de 15 factures et 50 factures d'autre part. Donc là, moi, a priori, j'irai dans le premier groupe, donc dans la partie web. Et donc à nouveau, on recycle les mêmes, et il y en a d'autres. Hein, mais donc, je parlais bien sûr de Bill2Box, voilà, ce genre d'applicatifs-là qui vous permettront voilà, d'émettre et de recevoir ces factures pour un coût tout à fait raisonnable. Hein, donc, c'est ça aussi, hein, c'est le rapport entre son activité et le coût que ça représente d'avoir cet outil en ligne. Et donc voilà, c'est pratique d'avoir une application qui est responsive, donc qui est utilisable facilement sur son smartphone pour des transporteurs qui sont beaucoup sur la route, hein, ou sur une tablette pour pouvoir facilement manipuler ça et faire ça quand on est dans sa pause. Voilà. Donc Donc, Billy to Bill to Box oui, moi, je trouve que pour c'est une bonne Fabrizio. idée, ou même Doggle, mais j'irais plutôt sur Docker. Billy to Build to Box, quoi, oui, a priori. Voilà, mais Et ces logiciels-là, il me semble que c'est gratuit jusqu'à un certain montant de facture, hein, c'est ça? oui, ben, on parle de 7 euros par mois, je pense, pour Build to Mm. Box. Alors, on peut prendre des abonnements chez eux par des banques aussi, parce que les banques offrent aussi des solutions. Et ils ont des accords commerciaux avec notamment Build to Box, je pense, pour la CBC, qui leur permet voilà, de prendre des abonnements, d'avoir des gratuités pour un an, ce genre de choses-là. Donc, il y a des opportunités à saisir aussi, quoi. Alors, est-ce que pour un traducteur juré indépendant complémentaire régime de franchise, est-ce que tu conseillerais ce même genre d'outil? C'est pour Ruben. Oui, bah oui, a priori aussi. Toujours s'assurer que si le comptable préconise quelque chose, mais sinon, même chose, quoi. C'est la même réponse. Voilà, et voilà, ça peut être Dockel aussi, qui sera encore un peu plus simple, un peu plus léger. Voilà. Non, non, c'est la même réponse. C'est la même réponse, absolument.
Je vais aller voir aussi dans les questions qu'on avait eues sur les outils, s'il y en avait d'autres. Il y avait Ruben qui demandait dans les outils gratuits, là tu as parlé de 7 euros, 7 euros par mois. Est-ce qu'il y a des outils vraiment gratuits? Je pense que c'est Docker, on en a déjà parlé. Docker, c'est en réception, c'est gratuit. En Ok, émission, je ne connais pas vraiment de logiciel qui serait gratuit pour l'émission de factures. Il y a souvent un petit forfait, et dans le forfait, il y a toute une volée de factures qui sont inclus, quoi, en fait, hein. Donc voilà, il y a un ok. montant minimum. Le cas de Docker, je pense qu'il faut compter 4 euros par mois si vous voulez mettre des factures en plus de les recevoir, quoi. Mais pour la réception, c'est gratuit. Voilà. Maintenant, Alors il faut toujours il comparer les prix par rapport ouais. au fait d'envoyer une facture, le timbre, l'impression, voilà le coût indirect, voilà de la gestion manuelle dans Word ou dans Excel, parce qu'on doit payer sa licence Word, Excel, enfin voilà. Donc toutes ces choses-là font que 4 euros par mois, ma foi, je pense que ça doit être possible, quoi. Ouais, ouais, c'est certain. Puis ça va vous faire gagner du temps, hein, je pense. Oui, oui, absolument. Euh, Il y a aussi une question de Bernard, aussi dans la même vague hein, de conseils sur les outils. Lui, il a une société de location de parking, des factures trimestrielles, factures à la commission de revente et location d'immeubles. Est-ce que tu as un conseil pour une plateforme spécifique? Je pense que, à nouveau, hein, là, toujours la même démarche, hein, demander au comptable ce qu'il utilise et est compatible avec lui. En deux, ça dépend jusqu'où on veut aller dans la gestion de cela. Il existe des applicatifs qui sont dédiés, par exemple, pour la gestion immobilière, la gestion voilà, de patrimoine immobilier avec toute la partie facturation et gestion autour de cela. Je pense pas qu'il s'agisse voilà, d'un outil comme celui-là qui serait nécessaire ici dans ce cas-ci. Donc, à nouveau, je renverrai sur une plateforme web, parce que si j'ai bien compris, c'est pas non plus des factures, enfin des grandes quantités, hein, si je ne m'abuse. Ça, je ne sais pas Ouais. exactement s'il y a de la quantité, il l'avait pas mentionné. Mhm. Mais donc voilà, plutôt des web applicatifs Oui, a pour priori, des petits, des l'applicatif petits web clients. dans ce cas-là aussi, parce que je pense qu'il s'agit que de quelques factures de commission et voilà, sinon, voilà, sinon il y a des ERP spécialisés, mais je ne pense pas que ce soit le nécessaire dans ce cas-ci. Si vous voulez, l'idée c'est de ne pas prendre un outil trop complexe, trop évolué, trop lourd pour quelques factures ou quelques éléments qu'on peut quand même toujours gérer également avec un Excel ou une suite Office ou voilà, hein, donc. On a régulièrement en fait des questions des gens qui disent tiens voilà j'ai un magasin, je suis fleuriste et on fait des ventes tickets et on a trouvé qu'en fait Odoo c'était bien. Bah, de la vente comptoir pour Odoo pour un magasin de fleurs, c'est peut-être un petit peu sortir la grosse artillerie quoi. Donc vous voyez Mhm. il faut être mesuré et adapté par rapport à son profil quoi. Ok. Donc ouais, il faut voir un petit peu où vous vous situez pour voir, pour pas prendre la machine de guerre et Oui. finalement utiliser que la moitié, que ça vous coûte cher aussi pour finalement pas grand-chose. Ça demande plus de travail que si c'était un outil plus simple. Oui, le plus simple est déjà préconfiguré, parce que dans Odoo, par exemple, vous devez tout faire, quoi, hein, vous devez tout préparer, tout configurer. Enfin, Mhm. ça prend du temps aussi, hein, donc, et le but du jeu de l'informatisation, c'est quand même de gagner du temps, justement, hein. Sinon, on le fait avec un bic et une feuille, hein. Un Donc, bic, une feuille, ou je me rappelle d'autres webinaires où Excel, comme tu mentionnais aussi. voilà. Euh, je vois que Aurélie utilise Yuki et elle demande un peu c'est quoi ton ressenti par rapport à Yuki? Quel type d'outil finalement est-ce Yuki? Donc, Yuki, il y a quand même une interaction avec le comptable, hein. Donc, c'est plutôt, ça fait partie de cette famille, cette deuxième famille. Et donc, en fait, voilà, on a des exemples de comptables qui l'utilisent, qui sont satisfaits. On a quand même une adoption plus forte en Flandre. Voilà, donc oui, ça fait le boulot. Il faut voir si c'est adapté à votre cas de figure. Mais disons que c'est quand même un soft qui a un pignon sur rue et qui est connu déjà depuis quelques années, qui est relativement évolué, hein, donc c'est une belle plateforme, hein. Oui, absolument. Voilà. Ok, ok. Alors regardons ici. Je vais regarder. Ah, il y a aussi une question.
Par rapport à des destinataires étrangers, enfin étrangers Oui. toujours européens, des sociétés françaises. Donc David, je vais lire son long message, hein. Donc il doit émettre deux factures à des sociétés françaises qui n'ont donc pas de numéro d'entreprise belge. Euh, et donc ces factures doivent transiter par un opérateur belge, ne peuvent pas être adressées aux entreprises françaises en direct. S'il utilise PayPal, il suppose que cela va passer par la société belge. Quel impact comptable pour la société belge qui n'est pas le destinataire final, mais pour qui il y aura une information PayPal? Est-il possible de faire le nécessaire autrement? Mais la France Nous n'utilise sommes pas encore sur le encore PayPal. PayPal. Alors, on va parler un peu international. Donc, Oui, le réseau PayPal est mondial. Il est déjà disponible partout. Donc, et bien sûr en France. Donc, euh, dans l'absolu, la France est déjà sur PayPal. Mais peut-être que le client ou le fournisseur avec lequel vous traitez en France n'est peut-être pas encore sur PayPal. Quoi qu'il en soit, s'il est sur PayPal, eh bien, la facture partira, on va dire, de la société belge vers le fournisseur de services belge. Admettons qu'on ait une société belge qui utilise Billit. Eh bien, la facture sera émise par Billit, fournisseur de services Billit, et partira vers le fournisseur de services de l'entreprise du logiciel français. À ce moment-là, le logiciel pourra la récupérer. Donc, on a un système à quatre coins, hein, comme on avait dit, c'est assimilable à l'envoi d'un email. C'est j'envoie donc mon document au fournisseur de service, mon fournisseur de service l'envoie au fournisseur de service de votre destinataire et le logiciel du destinataire relève cette facture pour l'avoir dans son logiciel. Donc, hein, c'est ça le chemin de la facture sur PayPal. Donc, si vous avez un interlocuteur qui est sur PayPal, peu importe où il est dans le monde, la facture arrivera et sera compréhensible et interprétable par ce logiciel chez ce destinataire. Et ça marche dans les deux sens. On envoie en réception, donc facture client, en réception facture fournisseur. Bon, ça c'est le maintenant, cas si la société française, la société internationale utilise PayPal. voilà. Mais si elle n'est pas sur PayPal, ben vous ne saurez pas lui envoyer par PayPal. La seule chose que vous pourrez faire, c'est lui envoyer par email, par exemple, quoi, ou par la poste, ce que vous voulez. Donc ça, c'est les aspects techniques. Maintenant, d'un point de vue légal, donc 1er janvier donc 2026, donc l'application, c'est entre assujettis belges. Donc c'est une obligation entre assujettis belges. C'est ça. Donc ça veut dire que rien ne vous oblige à envoyer la facture par le réseau PayPal à un interlocuteur français qui serait sur le réseau PayPal. Donc même si vous avez un interlocuteur français qui est sur le réseau PayPal, vous n'êtes pas obligé de lui envoyer par le réseau PayPal. C'est mieux, c'est plus facile. Mais vous pouvez toujours lui envoyer par courrier si vous voulez. Rien ne vous y oblige. Donc ça, c'est les aspects légaux. Donc dans l'absolu, ben, c'est clair que de toute façon, le 1er janvier 2027, la France y est. Et donc d'ici 2027, ben, vous serez obligé de le faire par là. Alors, non, je vais reformuler, je viens de dire une énormité là. Vous ne serez pas obligé de le faire au 1er janvier 2027 non plus, parce que l'obligation, en fait, c'est entre assujettis français pour les Français, et l'obligation, c'est entre assujettis belges pour les Belges. Et donc, l'obligation européenne, elle viendra après le 31 janvier 2029, parce que pour le 31 janvier 2029, tous les assujettis européens seront obligés d'être sur le réseau et seront contraints de faire transiter leurs factures entre les assujettis de leur propre pays. Et après cela, on pourra contraindre l'entièreté de l'Europe, même pour les intracommunautaires, de faire les échanges par là. Donc c'est un long chemin hein, avant qu'on soit obligé d'envoyer les factures par le réseau PayPal entre les Européens de manière obligatoire. De manière obligatoire, mais De manière actuellement, obligatoire. c'est même déjà possible d'envoyer une Oui. facture à une entité espagnole qui est inscrite sur Voilà. PayPal. Mais ou un Canadien, hein. Donc on a des Ou exemples un de Canadien, non, même voilà, hors Europe. voilà, le réseau est européen, mais la législation, elle, va être donc dans l'obligation pour tous les assujettis européens pour le 31 du 12 2029. Mais nous, ça commence maintenant, donc ça a commencé donc au 1er janvier 2026, la France au 1er janvier 2027 ainsi que d'autres pays, donc ça va enchaîner. Hein. Oui, Voilà. donc tout le monde va devoir s'y mettre de toute façon d'ici 2030 et voilà Voilà. quoi. Voilà. Mais bon, donc l'obligation, c'est entre nationaux. Donc les inters, l'obligation viendra plus tard.
Et de toute façon, si vous avez un interlocuteur qui n'est pas sur PayPal, vous pouvez toujours lui envoyer par n'importe quel autre moyen. Et donc, si vous envoyez des factures à un non assujetti, donc par exemple belge, alors que vous êtes assujetti, il est bien sûr que vous pouvez lui envoyer par un autre moyen, donc par email, par ce que vous voulez, quoi. Oui, donc c'est toujours possible d'envoyer, et c'est toujours légal, d'envoyer une facture PDF qui n'est pas via PayPal si la personne n'est pas sur PayPal. C'est Si elle ça. n'est pas assujettie à la TVA, si, enfin bref, si elle n'est pas sur PayPal, il faut bien que vous vous fassiez Tout à payer de fait. toute façon. De toute façon, vous avez un client qui n'est pas sur PayPal alors qu'il devrait être sur PayPal, donc un assujetti TVA qui ne s'est pas inscrit, donc il serait en défaut. Vous pouvez toujours lui envoyer une facture par PDF. Ce sera considéré comme l'original. Vous ne serez pas en infraction parce que c'est votre client qui est en infraction et la facture sera entièrement éligible, hein. Mm. Voilà. Donc elle l'envoie par PDF, c'est bon, quoi. Voilà, mais voilà, vous devrez voilà, vérifier quand même s'il n'est pas sur le réseau, mais s'il Mm. n'y est pas, vous avez le droit de l'envoyer. D'ailleurs, au même titre que si vous recevez une facture d'un fournisseur qui aurait dû vous l'envoyer par PayPal, mais qui vous l'envoie par email, cette facture est en original et toute la législation sur la facture, donc l'original, la TVA et compagnie, reste d'application, rien ne change, hein. Donc cette facture est éligible, hein. Ce n'est pas parce qu'elle n'arrive pas par PayPal que vous pourriez dire je ne la paye pas. Ça, c'est pas possible. Ça, vous devrez payer votre facture, hein. Donc, ça, rien ne change. Et vous Ok. pouvez d'ailleurs toujours déduire la TVA dessus, hein. Mais c'est sûr que votre fournisseur serait en défaut dans ce cas-là et pourrait subir donc une amende de 1 500 € à minima et ainsi de suite, quoi. Mais après, ce sera son problème, quoi. Voilà, tout à fait. C'est pas votre problème, quoi. Exactement. Oui. Après, si on est correct, c'est sympa de les prévenir quand même, Ah oui, oui, bien sûr. hein. Par rapport à ça, Euh, d'ailleurs, par rapport au fait de prévenir ses interlocuteurs, on a de plus en plus de gens qui mettent dans leur signature de mail leur identifiant PayPal. Donc le 02 08 2 points numéro de TVA, où ils le mettent en pied de document, surtout pour les gens qui font des transactions internationales, puisque ce préfixe, en fait, mais tout le monde ne connaît pas les préfixes des autres pays devant les numéros de TVA. Enfin, ça peut changer d'une entité à l'autre. Et donc, il y en a quand même pas mal qui mettent ça en signature de mail, quoi. je vois que Sophia insiste sur sa question. Je crois que ça n'a pas été assez clair. Donc, si on envoie une facture par Falco et qu'en fait, certainement qu'elle s'était pas inscrite via PayPal, via Falco, et du coup, son client a payé parce que ça a été certainement envoyé aussi par PDF, mais visiblement, c'est pas sur PayPal. Euh, Qu'est-ce qu'on fait? On peut remettre la facture sur PayPal? L'original, s'il a été crédité ou annulé, eh ben, on peut la réenvoyer par PayPal, hein, voilà. On peut considérer que le PDF, par exemple, était une copie et Ouais. on réenvoie la facture correctement par PayPal. Et si vous voulez vraiment avoir l'esprit tranquille, vous envoyez un petit mail en disant, écoutez, voilà, le mail de telle date avec le format PDF, c'était un duplicata de la facture PayPal de telle date. Et l'affaire est faite, hein. En réalité, hein, pour être parfaitement nickel par rapport à la question des duplicata, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais qu'un seul original, tandis que tous les duplicata devraient avoir la mention copie, quoi. Si on veut être parfaitement net. Voilà, mais bon, Ok. voilà. Voilà, voilà. Je vois aussi qu'il y a parfois des problèmes avec les outils. N'hésitez pas à vous tourner vers le support de l'outil si vous vous êtes inscrit 2 fois ou s'il y a une erreur. N'hésitez pas à vous tourner vers le support de l'outil Oui, directement. Ça, on n'est pas. Enfin, Eric, peut-être qu'en fait je me oui, ben trompe. voilà, Tu, ben tu pourrais faire un support sur Docker. oui, bah, en fait, bah, là, je peux donner un conseil. Ce qu'il y a avec Docker, c'est que ce qui est pratique, c'est de s'identifier avec It's Me. Et Mhm. donc, en fait, il faut retrouver le bon compte It's Me sur lequel vous êtes peut-être présent pour d'autres fournisseurs de services, parce que je rappelle que Docker, c'est avant tout un gestionnaire de documents électroniques qui est essentiellement à l'origine connecté aux banques, peut-être parfois aux secrétaires sociaux et d'autres, si bien qu'il y a un rassemblement, une collecte de ces documents pour des questions de conservation, hein, la conservation Mhm. important, hein, 7 ans en minima. Et donc, en fait, Docker est bien pour ça, mais c'est important de s'identifier correctement et peut-être parfois de devoir rassembler deux comptes.
auquel cas vous pouvez prendre contact avec le support et il y a une procédure pour ça sur Dockel à suivre. Donc oui, c'est important. Voilà, et normalement, on peut s'inscrire qu'une seule fois à PayPal. Donc, si vous avez deux comptes sur, sur des outils, normalement, ça ne va s'inscrire qu'une seule fois sur PayPal. Oui, alors, donc en réception, on ne peut être présent qu'une seule fois sur PayPal, tandis qu'en envoi, on peut être présent plusieurs fois. Donc, on imagine que je prends Dockel pour ma réception, mais j'ai un site e-commerce et mon e-commerce, en fait, ben, génère des factures pour des assujettis belges. Et ce site e-commerce ben, me permet de générer à travers une autre identification des factures pour l'envoi sur le réseau PayPal. Et donc, il y a des outils pour les e-commerce qui permettent de générer la facturation sur le réseau PayPal, mais pas de les recevoir, c'est que l'envoi. Et donc, Ok. on peut avoir plusieurs vecteurs d'émission, mais un seul vecteur de réception. Ok. Ouais, Gymnastique là, de l'esprit. ouais, donc on peut. Ok, ça va. Donc, on pourrait avoir plusieurs points d'entrée PayPal. Un seul point d'entrée, Un plusieurs seul point points de d'entrée, sortie. plusieurs points de sortie. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est retenu. Voilà. On parlait de Dockel. Je vois qu'il y a encore une question sur Dockel. Dockel, ce n'est que pour réceptionner ou on peut aussi envoyer des On peut factures? aussi émettre, donc en fait c'est gratuit en réception, mais il y a un petit abonnement qui vous permet également de rédiger quelques factures. Donc typiquement pour les articles 44, hein, donc tout ce qui est thérapeutique et tout ça, qui ont essentiellement besoin pour la réception et s'ils ont épisodiquement besoin de faire une facture, ben, Dockel c'est pas mal quoi en fait. Mhm. Voilà. Alors, il y a aussi cette question de Laurence du premier webinaire qui se posait la question, bah, tiens, si on change de comptable et possiblement du coup aussi de plateforme, est-ce que c'est facile de passer d'une plateforme à l'autre et finalement d'un comptable à un autre? Oui. Est-ce que c'est voilà, est-ce que c'est facile? Donc le principe est le même que pour l'inscription, c'est la plateforme ou l'outil qui doit vous désinscrire pour vous permettre de vous réinscrire sur une nouvelle plateforme. Donc, Ok, vous êtes sur Falco avec un comptable et vous dites, tiens, ben voilà, dorénavant, je vais faire ma comptabilité moi-même et j'aurai assez avec, je ne sais pas, Bilit. Eh bien, dans ce cas, vous devez aller sur votre Falco tant que vous y avez toujours accès et à cliquer sur le bouton désinscription. Donc, toutes les applications qui sont connectées au réseau PayPal doivent, par la norme, avoir le bouton de désinscription, de désenregistrement PayPal. Et puis, vous vous connectez à votre nouvelle plateforme et vous relancez le cycle d'inscription, donc d'enregistrement sur le réseau PayPal sur cette nouvelle plateforme, en l'occurrence, dans mon exemple, sur Bilit. Quoi. Voilà. ok. Et il y a aussi une question de souveraineté des données, de pouvoir récupérer. D'archives. Euh, Hein, hmm, d'archives. Donc, le principe, c'est que ces factures originales, on doit pouvoir les restituer à un fonctionnaire, notamment de la TVA, à première demande. Et donc, la facture originale, c'est le fichier XML que l'administration est capable de lire. Et donc, il n'est pas question d'aller imprimer, par exemple, ces factures PayPal sous format PDF et de les mettre dans une farde et de vouloir donner cette farde-là à l'administration. Elle va la refuser, en fait. Donc, vous devez être capable de restituer électroniquement donc, ces fichiers XML. Donc, c'est une question de souveraineté. Vous devez savoir où ils se situent, être capable de les récupérer et éventuellement d'avoir au moins une copie de sécurité. Donc, si vous les avez par exemple sur Dockel, ben, vous avez la possibilité de les télécharger dans leur format original, de les mettre peut-être sur un lecteur, un Drive, un OneDrive ou que sais-je d'autre, ou de les mettre dans un email pour les envoyer. Donc, vous devez pouvoir les sauvegarder sur vos disques durs en local. Enfin, vous maîtriser vos données. C'est partie voilà, des obligations qu'on subit maintenant avec notamment cette question du GDPR et cette question de la souveraineté des données vis-à-vis de l'administration, puisque vous êtes censé pouvoir restituer vos factures originales pendant au moins 7 ans et peut-être plus. Donc, si vous avez des biens amortis pour une durée supérieure à 7 ans, pendant toute la durée de l'amortissement de ces biens, eh bien, vous êtes censé pouvoir restituer ces factures à première demande. Donc, typiquement, de l'immobilier que vous amortissez sur 15 ans, eh bien, pendant 15 ans, vous devez être capable de restituer ces factures originales, ce qui est évidemment très long pour une conservation de fichiers électroniques.
Alors, on s'approche doucement de la fin du webinaire. Je vais déjà lancer l'enquête de satisfaction. Et en attendant vos réponses, en attendant vos étoiles, montrez-nous hein, que vous êtes satisfait de ce webinaire ou dites-nous si ce n'est pas le cas. On va prendre les dernières questions. Et aussi clarifier, je vois qu'il y a une question qui revient aussi. Donc, pour s'inscrire à PayPal, vous ne le faites pas via PayPal, vous le faites via l'outil que vous aurez choisi. Donc, effectivement, il faut choisir d'abord l'outil et ensuite, via l'outil, vous vous inscrivez à PayPal. Oui, Est-ce absolument. que vous avez encore des questions? N'hésitez pas, hein. Eric aussi, si tu veux clarifier encore quelques notions. Je vais aussi vérifier dans les questions du webinaire précédent si on a Ah pris oui. un maximum de questions. Disons que, je vais dire, dans toutes les questions que j'ai régulièrement, c'est aussi la question, j'ai déjà abordé, hein, sur l'éligibilité des créances. Je reçois une facture, j'aurais dû la recevoir par PayPal, la facture n'est pas éligible, je ne peux pas toucher la TVA dessus, je ne peux pas la mettre dans ma déclaration TVA, tout ça c'est faux, hein. Donc, toute la législation autour de l'éligibilité de la créance, de la pertinence à la récupération de la TVA, des clauses pénales, intérêts de retard et compagnie, tout reste d'application, hein. Donc, la seule chose qui change, c'est le vecteur d'envoi. Donc, j'ai encore eu hein, cette remarque hier dans un séminaire que je donnais et où les gens étaient persuadés que les factures qu'ils ne reçoivent pas par le réseau PayPal eh bien, étaient simplement à rejeter. Là, non, 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 non. Voilà, vous avez reçu des biens, des services, il y a une facturation autour de ça. Cette facturation reste voilà, éligible et elle fait partie du cycle d'échange de biens et services normal et toutes les règles TVA, toutes les règles de recouvrement, toutes les règles fiscales restent d'application, hein. Et c'est vrai que moi aussi, j'ai entendu ça, je discutais avec quelqu'un et il me disait, ah ben moi, j'ai reçu une facture, pas via PayPal, je lui ai dit de se mettre sur PayPal et je paierai quand c'est sur PayPal. Oui, ben, enfin voilà. Donc, alors bon, allez, on va parler de ça d'une autre manière, c'est dire, mais donc on sait aujourd'hui que effectivement il y a plus d'un million d'abonnés sur le réseau PayPal sur 1,2 million, donc on a quand même déjà bien avancé, hein, mais qu'il reste encore un peu moins de 20%, on disait 15% donc d'entreprises qui doivent encore monter. Mais on n'a pas encore plus de 80% des factures qui passent par le réseau, hein. Il y en a encore beaucoup qui passent à côté, hein. Donc, en fait, dans les process, tout n'est pas encore nickel dans les entreprises, hein. Le fait d'être sur le Mhm. réseau, c'est pas parce qu'on n'est pas sur le réseau que, voilà. Et ça, le législateur le sait, le savait au moment où comment l'arrêté royal de mise en application a été réalisé, parce que si toutes les factures qui auraient dû passer par le réseau étaient systématiquement rejetées, ben, on aurait un petit problème de produit intérieur brut, de recettes TVA et de chiffre d'affaires. Enfin, ce serait, voilà, il y aura peut-être quelques sociétés qui risqueraient de voler en faillite au passage. Enfin bon, ça pourrait être une catastrophe, quoi, en fait. Donc, tout ça, c'est pas vrai, hein. Enfin, c'est une question de bon sens, quoi. C'est évident que les factures restent éligibles indépendamment du vecteur qu'on utilise pour les acheminer, hein. Voilà. Allez, je vois qu'il reste quelques minutes. N'oubliez pas de compléter l'enquête de satisfaction. Et je vois également une dernière question de Pascal. Comme on l'a vu tout à l'heure hein, sur ton écran, il y a Oui. deux identifiants quand on va sur le PayPal. Lequel devons-nous mettre sur notre carte de visite à la fin de nos emails? Vous pouvez vous faire tatouer plutôt le 0208 de point le numéro de TVA. Voilà, donc c'est plutôt celui-là, plus que le 9925 de point BE. Voilà. Euh, je ne suis pas absolument certain de la raison pour laquelle on a plutôt massivement adopté le 0208 que l'autre, puisque dans les expériences antérieures que j'avais sur PayPal, hein, puisque ça existe depuis 2012, on utilisait plutôt l'autre. Mais en fait, il y a eu une sorte de, comment je vais dire, d'assimilation à l'idée que comme de toute façon le législateur demandait que ce soit par le numéro de TVA, eh bien alors on allait s'en tenir au numéro d'entreprise et bouger le BE.
Comme ça couvrait tous les entrepreneurs qui pourraient être sur le réseau et on ne distinguait pas les assujettis d'un assujetti. 0,208 2 points d'euro de TVA, on va au plus court, au plus simple, quoi. Voilà. Et donc, c'est le plus adopté. C'est celui-là qu'on voit le plus. Et, euh, et donc, forcément, ben, c'est mieux d'être le plus standard possible, plus compris. Donc, mais les deux fonctionnent. Mais de toute façon, donc, on voit largement plus le 0,208. Voilà. Ok, donc c'est celui-là à se faire tatouer. Voilà. Merci, merci Eric pour toutes ces précisions lors de ce webinaire questions-réponses sur la facturation électronique. On espère qu'on a su répondre à un maximum de vos questions. N'hésitez pas hein, si vous avez encore des questions à les envoyer au SNI, à aller voir également éventuellement les prochains webinaires et les informations sur le site. Je vous mets ça dans le chat également. Et voilà, c'est comme ça que se termine notre session sur la facturation électronique. Un grand merci à vous pour votre interactivité, votre présence, et un grand merci aussi à toi, Eric, pour toutes ces précisions et cet engouement pour PayPal. Avec plaisir. Merci à tous et à bientôt. À bientôt. Au revoir. Belle Au revoir. soirée.